C'est certain, il n'y a plus de doute que les militaires et miliciens imbonerakure burundais ont envahi une partie de la province congolaise du Sud Kivu, malgré les dénégations non crédibles du ministre burundais de la Défense. Dans le monde actuel, devenir un village planétaire, du fait principalement des progrès spectaculaires et des techniques de l'information et de la communication, point de secret qui vaille l'immédiateté de connaissance de tous les actes qui se passent sur un point quelconque du globe est effective en tout autre point du globe, du monde. Ainsi en est-il du déploiement des militaires et miliciens imbonerakure burundais en RDC. Alors, l'impact de cette attaque, c'est sur la paix et la stabilité régionale. Ça, cette intervention concrétise en fait ce qu'on avait prédit. Il avait été prédit bien avant que les problèmes non résolus de mauvaise gouvernance, de violation massive des droits de l'homme vont impacter négativement sur la paix et la stabilité régionale. Aujourd'hui, c'est le Congo qui est un cas parmi d'autres. Mais rappelons-nous de l'insécurité qui frappe les camps de réfugiés en Tanzanie et qui est en réalité commanditée par le gouvernement burundais. Rappelons-nous aussi des attaques des groupes armés sur le Rwanda à partir du territoire burundais. Rappelons-nous enfin, pour ne pas citer tous les cas, qu'il y a eu dans le temps des attaques des Imbonerakure contre des réfugiés burundais en territoire ougandais. Donc, les effets de l'attaque, c'est l'instabilité régionale. Je vais maintenant parler des objectifs réels de l'attaque. Quand il parle des objectifs du déploiement des troupes burundaises au Congo, je doute que les objectifs poursuivis soient les seuls insidieusement communiqués par le gouvernement, à savoir combattre contre les raids Tabara. Il y a certes cette volonté d'en découdre avec les raids Tabara et les autres Burundais à des visées similaires que les raids, mais connaissant ses accointances avec les nombreux mouvements armés sous-régionaux, surtout rwandais et congolais, il n'est pas exclu que le gouvernement burundais poursuit l'objectif de favoriser une recomposition politique, ethnique et géostratégique de la région des Grands Lacs africains dans le cadre du conflit identitaire de la sous-région et dans lequel il est grand acteur, sinon animateur principal. S'il ne s'agissait que de raids Tabara et compagnie, pourquoi ne les attendrait-il pas sur ces frontières nationales? Ce déploiement des militaires dans un territoire étranger traduit une fois de plus l'incapacité du gouvernement à résoudre les problèmes qu'il a envers les citoyens et ses voisins. C'est le langage de la violence, de la répression et de la discrimination, ce qui est en contradiction avec la gouvernance démocratique. Ce gouvernement devrait revenir à la raison et réaliser la sagesse qui est dans le dicton, selon lequel l'injustice d'aujourd'hui engendre la révolte de demain. Les poursuites qu'il provoque contre les Burundais, qu'il fait chasser de leur pays depuis un bon bout de temps, les forceront, n'est-ce pas, à vouloir organiser le retour par tous les moyens accessibles. Au lieu de prolonger la persécution contre ses administrés et de semer la pagaille dans la sous-région, le gouvernement burundais devrait plutôt envisager un dialogue inter-burundais en vue de vider le contentieux actuel de déni de dignité de Burundais sans discrimination. Le grand étonnement, c'est le silence du gouvernement du pays envahi, où un représentant du peuple élu dans la circonscription attaquée, après avoir entamé maintes démarches auprès de l'autorité provinciale et nationale pour demander la protection de la population congolaise, il finit par agir en lieu et place de l'autorité nationale congolaise en charge de la diplomatie ou de la défense du territoire en saisissant le secrétaire général des Nations Unies. En fait, il faut se poser la question de savoir que signifie ce long silence du gouvernement congolais. Est-il complice
ou simplement dépassés et incapables. Que se sont dit les présidents des deux pays lorsqu'ils se sont dernièrement rencontrés à Kinshasa? Bon, le temps pourra nous le révéler, le moment venu. Mais c'est anormal que des forces extérieures envahissent un pays souverain, qu'elles y violent les droits des citoyens sans aucune réaction de l'autorité du pays. Enfin, la suite de l'appel du député à l'ONU. La question est de savoir si l'ONU pourra sauver la population congolaise. Je réponds par extraordinaire, oui. Mais par principe, non. Pour des raisons. Pour des raisons. D'une part, même lancé par un représentant du peuple, l'appel n'est pas relevant, car son auteur n'est pas habilité pour saisir l'ONU, qui est basiquement une organisation des États. Il aurait fallu le ministre des Affaires étrangères ou tout simplement le gouvernement congolais qui saisisse l'ONU. En ce moment-là, on pouvait s'attendre à une réponse quelconque de l'ONU. Mais maintenant, je doute fort qu'il y ait une quelconque suite. D'autre part, l'ONU a déjà montré son incapacité à résoudre les questions de son genre quand les États dans lesquels se déroulent les événements fâcheux n'ont pas la volonté de les résoudre. Et des exemples sont légion, et le cas du Burundi en constitue l'illustration parfaite, parce que l'ONU a dû plier bagage